Aujourd'hui, donc, nous avons la chance d'avoir avec nous, comme l'annonçait Viviane, Pierre de Vallombreuse, donc lauréat de cette seconde édition, qui, voilà, qu'on félicite encore, que je vous propose à toutes et à tous, mesdames et messieurs, de féliciter chaleureusement. Donc, dans le cas de Pierre, on est aussi sur une démarche, sur un parcours assez atypique, assez particulier, assez unique, singulier. Hein, vous découvrez la photographie à la fois assez tôt, mais un peu par hasard. Hein. Après, vous êtes plus intéressé, peut-être par hasard aussi, vous nous direz, à la pratique du dessin. Et à un moment donné, vous commencez à voyager et la photographie s'impose un petit peu dans votre parcours. Vous pouvez peut-être nous parler juste de ça. Alors, je précise simplement qu'on va peut-être aborder 3-4 questions comme ça, un peu générales. On regardera ensuite chacune des images que vous avez proposées pour les commenter. Très bien. D'abord, je voulais remercier Viviane pour son prix vraiment qui est assez exceptionnel, et puis tous les membres du jury, et aussi féliciter, rendre hommage à tous les autres photographes qui étaient sélectionnés, qui sont des grands talents aussi. Et merci pour votre organisation. Donc oui, moi je suis devenu photographe. Depuis petit, je voulais raconter des histoires, faire de la bande dessinée. Et je suis donc rentré aux Arts Déco, faire du graphisme, et en me rêvant en tant que illustrateur de presse, et faire des bandes dessinées, imaginer des histoires et les raconter aux gens. Et puis j'étais un peu paumé, mal dans ma peau, j'ai voulu, à bout de la deuxième année, j'ai voulu faire un grand voyage, partir dans une des plus grandes forêts du monde. J'avais le choix entre l'Amazonie, Bornéo ou la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et je me suis dit, je vais aller là-bas et aller au cœur et rencontrer les gens qui vivent de la façon la plus humble sur Terre, qui sont les chasseurs-cueilleurs nomades. Parce qu'eux ne laissent aucune trace quand on va juste trouver un moment, une hutte, des reliquats d'un feu. Et puis voilà, c'est des gens qui sont souvent aussi très pacifiques. Et donc, j'ai lu beaucoup de livres, et puis c'est sur Bornéo que j'ai jeté mon dévolu, et ça a été le début d'une extraordinaire histoire. Parce qu'une fois que je suis arrivé là-bas, je me suis réveillé au bout de 2 jours au bord d'un fleuve extraordinaire, la brume, un immense fleuve. Et il y avait la brume qui disparaissait à certains moments, et puis il était genre 4h30, 5h du matin, peut-être un peu plus tard, 5h, 5h30, et tout d'un coup, vous voyez les montagnes au loin, et je me suis dit, mais ça, c'est des aventures infinies. Arrivé au cœur de ces montagnes, j'ai eu une espèce de flash lumineux, tout d'un coup dans le corps et dans la tête, je me suis dit, mais c'est ça mon existence, ça va être vivre ces aventures. Et voilà, donc c'était comme ça. Et du coup, je me suis dit, ben, la photo me permet toujours de raconter des histoires, mais ce qui précède, c'est l'expérience, c'est le vivre toutes ces aventures. Et donc voilà, et puis ça s'est jamais arrêté depuis. Donc c'est ce que j'allais dire, vous venez juste à l'instant de parler de photographie, mais vous n'en avez pas parlé pendant 5 minutes auparavant, vous avez parlé de bien d'autres choses. Ça me permet de revenir à une phrase que vous avez citée lors de l'entretien que vous avez fait avec Sophie Bernard, qui a eu la gentillesse d'écrire des textes pour la présentation des finalistes, où vous disiez, en substance, plus qu'une profession, la photographie est un mode de vie, une expérience à la croisée de l'ethnologie et de l'humanisme. Donc, c'est un petit peu ce que vous venez de dire, mais voilà, c'est une aventure humaine, quoi. Oui, c'est l'expérience, totalement. Moi, chaque fois que je vais dans une histoire, à part lesquelles j'ai travaillé un peu dans la presse, quelques commandes qui pouvaient être le retour de Bernard Tapie à l'OM et des choses comme ça, qui étaient aussi des aventures, hein, on rencontre des personnages et des histoires incroyables. C'était vraiment aller vivre quelque chose en prenant le temps, en ressentant, en vivant enfin, tout fonctionne, toutes les émotions possibles, et la photo va traduire ça, mais c'était souvent, ça vient en secondaire. À ethnologie, je ne suis pas tout à fait d'accord, je ne suis pas ethnologue. Je me suis spécialisé sur les peuples autochtones parce que j'aimais ces peuples, j'aimais la diversité des réponses à la vie sur Terre, j'aimais ce côté pluriel de toutes les façons où les gens s'étaient adaptés à un environnement. J'y suis allé aussi au début beaucoup parce que j'adore vivre dans la nature, mais je ne me sentais pas capable d'y vivre tout seul. Donc je voulais vivre avec les gens qui savent vraiment. Donc pendant 7 ans, je me suis spécialisé avec les hommes qui vivent dans les forêts tropicales. Et voilà, donc c'est ce lien avec la nature. Donc j'ai pas étudié les gens, je n'étudie pas les gens, par contre je chronique, j'essaie de raconter des choses au quotidien, et je suis pas là pour étudier. J'essaie de comprendre et de vivre des choses assez fortes, et d'être plus dans la compréhension, et de raconter les petites choses finalement. Et ces petites choses que vous racontez systématiquement dans la dimension du temps long, qui est très important par définition dans votre approche. Oui, alors, il y a des fois, je suis depuis maintenant 35 ans une vallée au sud des Philippines, dans l'île de Palawan. J'ai vécu plus de 4 années avec eux, 23 voyages. Et là, c'est une longue histoire, c'est un peu la colonne vertébrale de mon existence, et qui m'a fait aussi... qui m'a renforcé dans mon travail sur les peuples autochtones, qui est parti dans un constat beaucoup plus politique,
parce que souvent ces peuples, au début j'y allais, moi je voulais rêver, et au bout d'un moment de voir les forêts se faire dévaster, ces gens être expropriés, de voir des missionnaires, de voir des guerres, des tentatives de génocide, le racisme, la spoliation, je me suis dit, mais je poursuis un rêve qui n'existe pas, parce que moi enfant je voulais devenir Mowgli, et donc j'ai pu devenir Mowgli dans cette vallée aux Philippines, parce que là franchement à l'époque il fallait mettre 10 jours pour y aller, il n'y avait pas de route dans le sud de l'île, il fallait trouver des petits bateaux qui vous déposaient sur une plage, où vivaient des pêcheurs qui vous emmenaient après au cœur, dans une vallée incroyable. J'ai vu la route se construire, les missionnaires arriver, et j'ai vraiment vu tout d'un coup un monde basculer. Donc on ne pouvait plus rêver, et donc tout d'un coup il y a un moment, il y a une transformation, et j'ai travaillé beaucoup plus sur les problèmes que rencontrent ces gens-là, comme la guerre au Soudan, avec tentative de génocide entre le nord et le sud sur les Dinkas, l'insurrection zapatiste, le retour au pouvoir avec Evo Morales en Bolivie, les problèmes miniers qu'on trouve en Alaska, ou chez les Gwich'in dans le Yukon, enfin voilà, toutes des choses qui finalement sont des choses qui nous paraissent, on parle de ces peuples souvent comme des gens qui vivraient isolés de tout, alors qu'ils sont vraiment à l'avant-front de toutes les bouleversements. Et en travaillant sur les peuples autochtones, on fait vraiment un constat de notre planète, puisqu'ils sont confrontés aux mêmes choses, on parle de diversité, il y a eu tout un travail que j'ai fait pour Artaud sur les peuples où les femmes sont à l'égal de l'homme, c'est très intéressant aussi, donc on touche finalement, c'est tout un travail de reliance, et en même temps dans la complexité et la diversité. Souvent vous parlez des gardiens de l'humanité, de notre humanité, dans ces peuples autochtones. Non, ça c'est pas moi. Ça. je l'ai lu de vous, mais... Alors mais t'entends, il y a des gens qui a des phrases qui circulent. Alors peut-être, voilà, mais gardiens de l'humanité, vous le disiez, ou vous l'écriviez dans le sens où, c'est-à-dire que sur des questions écologiques notamment, c'est-à-dire qu'il y a des problématiques écologiques de peuples autochtones qui vont être liées à des disparitions de territoires ou autres, et que la persistance de ces peuples-là, c'est peut-être comme ça que c'était exprimé. Alors, il y a certains peuples qui sont extrêmement, un peu écologiques dans le sens qu'ils vont couper ce qu'il faut dans une forêt, en arbres, en plantes, ils vont chasser mais ils ne vont pas tuer en masse parce qu'ils savent très bien que tout doit se régénérer. Et puis, donc là, effectivement, ce sont un peu ce qu'on appelle de temps en temps, mais il faut se méfier tout un discours écologique. On a récupéré des peuples disant sur les gardiens de la nature, la terre-mère et tout ça. Pour certains, c'est vrai, pour certains, c'est faux. D'autres rêvent. Au début, je parlais un peu comme ça, mais c'est un ami ethnologue qui m'a dit, mais attends, tu déconnes, Pierre, moi je connais quelques peuples, ils rêvent que d'une chose, c'est avoir des tronçonneuses pour couper tous les arbres et pouvoir planter. Donc c'est plus complexe que ça, il n'y a pas d'humanité rêvée, il n'y a pas de choses comme ça. Certains sont vraiment très ancrés, ils ont un écosystème qui marche très bien, mais qui est confronté à l'arrivée d'un autre monde, peut s'avérer extrêmement fragile et paraître tout petit. Donc tout d'un coup, on voit des gens basculer dans quelque chose d'autre. Donc c'est assez complexe tout ça. On peut passer peut-être aux images que vous avez choisies, en commençant par celle qui est, je crois, la plus importante pour vous, de ce que vous me précisiez, me semble-t-il. Ça, c'est vrai. Oui, alors ça, oui, non, ça c'est tout à fait vrai, dans le sens que c'est la couverture d'un livre qui s'appelle Peuple, que j'avais fait au début des années 2000, et qui représentait à peu près 20 années de travail, qui dressait un peu un constat un peu ethno, mais surtout politique, et de toutes les situations que peuvent vivre ces gens-là, de peuples plus ou moins isolés, à tout d'un coup le tourisme, les médias qui arrivent, la dégradation, l'intégration des intégrantes, qui est le très beau, c'est une phrase qu'a écrite Carmorin dans le texte qu'il a écrit pour ce livre-là. Et voilà, et donc là on est dans une situation, on est chez les Papous Dani, dans la Papouasie-Nouvelle-Guinée, dont la moitié a été envahie dans les années 60 par l'Indonésie. C'était un cadeau pendant la guerre froide. On a donné ça aux dictateurs indonésiens, parce que l'Indonésie, à l'époque, était très proche du Parti communiste chinois. C'était vraiment la guerre froide, donc on s'est dit, ok, on vous laisse envahir cette île, mais vous venez chez nous. Et après, il y a eu cette fameuse purge, tentative de coup d'État communiste qui était un coup monté, où il y a eu des millions d'Indonésiens qui ont été tués, le Parti communiste, enfin, c'était effroyable. Donc ces gens-là vivent depuis 40, 50, 60 ans, dans une situation coloniale contemporaine. Et ils sont toujours victimes donc, de génocide, de racisme, de déforestation. Il y a la plus grande mine de Ras El ouverte est là-bas. Et voilà. Et donc cette photo, elle symbolise vraiment beaucoup de choses. On voit un homme en costume traditionnel, mais qui le vit vraiment, c'est pas pour les touristes, et qui est vraiment comme ça, et dans un endroit avec une petite nappe à carreaux, tenant un verre, et donc là, le choc des cultures, des civilisations contemporaines, et tout est. Et donc je trouve que celle-là, elle dit tout. C'est une photo qui symbolise. Chez Flammarion, au début, ils n'y croyaient pas. Non, elle est austère et tout ça. Je dis, c'est faux. C'est une photo qui résume. J'ai rarement fait une photo qui dit tout en un seul moment. Et en plus, il y a plein de choses un peu étranges qui font que les gens s'arrêtent. Peut-être que vous pouvez parler de l'anecdote des doigts, notamment, qui n'est pas un accident du travail. Non, c'est pas un accident du travail. C'est que, et en plus du verre.
Parce que là, il faut savoir, donc ce Dany, il est, lui... Alors déjà, on va commencer par la main. La main, il s'est amputé les doigts, c'est-à-dire que dans ce peuple qui est très guerrier, qui pleure pas quand quelqu'un meurt, par contre, quand ils perdent une femme ou un enfant, ils vont soi-même se couper une phalange. Et donc, c'est en signe de deuil. Donc, on a ça. Et il a été un verre, et ce qui a précédé... la photo, c'est que je l'amène avec moi dans le restaurant tenu par des Indonésiens, je parle indonésien, ça fait longtemps que je vais là-bas, on discute et tout ça, et puis je vois que les Indonésiens n'aiment pas parce que c'est un Dany, il a d'abord la peau recouverte d'huile de graisse de porc pour te tenir chaud, les Indonésiens sont musulmans, et ils supportent pas, il y a un racisme effroyable, et on demande de thé glacé, parce qu'on venait de marcher pendant des heures, on était assoiffés, et il nous sert, moi je prends comme ça, je bois d'un trait, et lui aussi. Il s'est bouillanté la gorge, parce qu'on lui avait servi un thé bouillant. Et le type avait un petit rictus derrière, et comme il a de la corne sur ses mains, le temps que l'information de la chaleur remonte au truc, c'était trop tard, et il avait comme ça. Et voilà, donc on avait... Donc cette histoire, oui, elle est très riche de plein de choses. Deuxième image, un peu, qui est une image d'un autre temps, pourrait-on dire, avec cet homme qui saute dans les rochers. Alors oui, ça c'est l'histoire de la vallée... aux Philippines, là, effectivement, qui est... là, c'est des photos qui datent fin des années 80, début des années 90. Et donc, ce sont... Parce qu'il y avait cette petite vallée que j'ai découverte, extraordinaire, qui avait quelque chose... Quand je suis aux Arts Déco, que j'entends un photographe anglais dire « Oui, j'ai suivi un ethnologue dans un endroit au sud de Palawan, où il y a des gens qui vivent dans des cavernes. » Je me suis dit « Mais ça, c'est pour moi. » Je venais de faire mes 2 voyages à Bornéo avec les nomades. Et je me suis dit « Mais ça, c'est encore plus fort. » Ça va plus loin, on va remonter le temps et endroit paumé. Donc j'y suis allé. Et là, ce sont des gens qui vivent dans des cavernes pendant la saison des pluies ou quand il y a un conflit. Les cavernes, c'est une petite vallée et le fond de la vallée, c'est une énorme falaise recouverte de forêt. Et qui fait que si on ne connaît pas, on ne sait pas que les gens vivent là-dedans, parce qu'ils peuvent se cacher. Et c'est un endroit, c'est un royaume avec des dédales souterrains où ils vont chasser des chauves-souris. Il y a des gouffres, des petites rivières. Enfin, c'est un endroit exceptionnel, féerique. Et quand je suis arrivé là-dedans, je me suis dit, mais je me suis posé comme ça. Mais là, je me suis dit, mais encore une fois, comme à Bornéo, j'avais touché quelque chose d'extraordinaire. Je me suis dit, là, je peux mourir maintenant. J'aurais touché un instant de grâce absolu. Il y avait des gens dans des huttes, ils jouaient du gong, il pleuvait dehors, ils étaient dans cette immense caverne. Je me suis dit, mais je suis rentré dans la préhistoire. Et c'était quelque chose de fantastique. Et au début, j'y allais pour ça. Et peu à peu, ce décor incroyable, que même à Hollywood ne pourrait pas rêver, j'ai découvert une des civilisations qui m'a le plus bouleversé et que j'aime le plus, puisque ce sont des pacifistes, anarchistes, non violents. Et très moqueur et très drôle. Donc alors, c'est pas mal. Quelle relation vous avez avec eux? D'observateur ou de complice ou de qu'est-ce que... Il faut être honnête, je suis à la fois complice, observateur, j'ai toujours dit que je travaillais, j'ai ramené des livres, des photos, donc je parle du travail, je dédommage toujours les gens, je rapporte pas mal de choses, parce que je suis pas... Il y a des gens, faut pas croire, mais après ça, j'ai une belle sœur, j'ai un beau-frère, j'ai une sœur, un beau-frère, et j'ai des gens avec lesquels je suis très proche. Et oui, ce sont des gens avec lesquels j'ai des relations très intimes, mais je suis en même temps, je fais mon travail, Coradia, ça veut dire que je fais mon travail. Sur l'agilité de ce peuple, que vous teniez à montrer cette image également, en parler. Oui, parce que moi, elle me fait rêver et elle me faisait très peur. Ça, c'est lui, je connais, j'ai des photos de lui, de Ouyout, qui est là, tout petit, dans la caverne, avec des torches, vraiment, c'est vraiment l'impression d'être à l'aube de l'humanité. Et là, l'année dernière, j'ai fait des photos de lui sur les basses-terres, là où il y a les Philippins qui ont construit des écoles, des petits villages, et il est à une réunion de parents d'élèves dans une école avec des profs, avec ses short Nike, il est là alors que je l'ai connu comme ça. Et donc c'est lui, ils sont d'une agilité prodigieuse, et c'est toute la beauté de cette vallée, parce que là on est vraiment dans cet écrin, et où il me fait rêver, quoi. Et j'avais très peur, je leur disais, et plus je leur disais, mais attendez, vous allez... Parce que là, si jamais ça lâche, il fait un vol plané de 100 mètres, il va s'écraser... Alors j'ai lu 200 mètres. Hein. Oui, 200 mètres, 100 mètres, voilà. J'arrive pas, je me demande, parce que là, il fait ça, après ça descend abrupt, oui, peut-être 200 mètres. Hein. Alors ensuite, c'est une autre image intéressante qui nous ramène à vos liens éventuels, peut-être avec d'autres photographes aussi. C'est cette image vous fait penser ou vous permet d'évoquer Pentti Salamati, qui est votre... Alors, si j'ai lu ou vous m'avez dit vrai, votre photographe préféré. Ah, ça fait partie des quelques... voilà, ou des quelques... Oui, voilà. Mais bon. Vraiment, oui, j'aime beaucoup sa poésie.
c'est quelqu'un qui fait énormément de bien. Quand on voit ses photos, il nous emmène dans une grâce, une harmonie. C'est certainement le photographe animalier le plus intéressant parce qu'il vous montre des choses à échelle humaine, justement, la relation, comme on peut les voir. Et oui, Penty, j'aime énormément. Et lui, quand il est venu à la maison, il a publié son dernier livre, il m'a dit « Je regrette que ce soit pas mon négatif, parce qu'il m'a dit « J'aurais fait la couverture de mon dernier livre avec ça. » Il adore le chuchotement qu'il a entendu entre ces deux sœurs. Alors Penty, c'est une grande écriture du noir et blanc, de la lumière très particulière. Vous avez fait a priori peu de couleurs, vous en avez fait, mais peu proportionnellement à votre œuvre. Que ce choix du noir et blanc, d'une certaine forme de lumière dans la tradition humaniste aussi, on peut dire. Comment est-ce que c'est venu naturellement, ça ou... D'abord, la couleur, j'ai fait au début, c'était par paresse, parce que je voulais pas développer aux Arts Déco, on développe, on fait les choses, j'étais assez paresseux. Donc moi je faisais des diapositives, et puis les magazines à l'époque voulaient ça, donc ça me permettait de partir et de voyager. Et c'est quand j'ai été dans cette vallée et que j'avais eu une bourse du ministère des Affaires étrangères, donc je n'avais pas de compte à rendre à personne, et que je voyais tous ces basculements arriver, le problème des missionnaires, la route percée, l'administration, et je voyais, et je me dis, la couleur participait au rêve, un petit peu, et le noir et blanc permettait de donner une situation pas plus dramatique, et en même temps aussi d'unifier tout le travail, puisque j'avais fait déjà plusieurs travaux sur d'autres peuples, et je voulais unifier tout le monde, et pas que tout d'un coup, donc on passe d'une couleur à une autre, où on faisait des chocs. Ça permettait d'être plus dans l'intention large, de faire un constat. Et en plus, mes références au départ, quand j'étais aux Arts Déco, les photographes que je préférais, on a oublié un de mes passés, c'est Koudelka, vous avez évoqué Chris Kelly, parce que j'aime énormément aussi. C'est ça mes premières références qui m'ont le plus influencé. Après, j'aime beaucoup la couleur, là, mes derniers travaux sont en couleur. Mais c'est laborieux pour mais j'ai d'autres choses à vivre, à exprimer. On va venir à vos derniers travaux, c'est très intéressant. En revenant à un thème un peu plus sérieux, enfin sérieux entre guillemets, enfin tout est sérieux, mais peut-être un peu plus politique, hein, sur la notion des libertés menacées. Qui est lié à ces peuples autochtones. Peut-être que cette image-là symbolisait ça dans ce que vous précisiez. Hein, sur la manière avec laquelle ces peuples peuvent avoir un espace de vie, une manière de vivre menacée. Ben là, on est avec j'ai eu la chance pendant 10 ans de côtoyer un petit groupe de nomades Bajau au nord de Bornéo. Ce sont des gens qui vivent entre les Philippines et Bornéo et qui sont les derniers véritables nomades de la mer et des gens qui sont sans titre de citoyenneté, puisqu'ils naissent dans des petits îlots des Philippines, ils n'ont pas de titre de citoyenneté et ils vivent voilà, de pêche, de trafic aussi, les Bajau autour des trafiquants, dans une zone extrêmement dangereuse, puisqu'on a les pirates de Sulu, donc piraterie, Daesh, le groupe extrémiste musulman qui vient du sud des Philippines, donc kidnapping, assassinat, trafic en tout genre entre les différents gardes-côtes philippins et malais. C'est très romanesque, on prête dans des livres de Conrad, ou très très intéressant. Et là le problème de ce peuple, qui est bouleversant, c'est qu'ils ne s'adaptent pas très bien. Et quand on les force à s'adapter dans des endroits où ils vivent dans des bidonvilles où ils se mettent à se droguer énormément. Et là, c'était les derniers qui arrivaient. Je voyais pendant les 10 ans, les nomades, les enfants ne sniffaient pas de la colle dans des sachets. Et les derniers séjours, je voyais les pauvres petits sachets qui flottaient sur l'eau au milieu de ces petits villages lacustres où ils vont se reposer, vendre le poisson avant de repartir faire des traversées dans la mer. Et c'était extrêmement douloureux de voir ces gens qui me font penser beaucoup à mes amis Palawan de la vallée. Ils ont la même poésie. Ce sont des gens très poétiques, très farouches, très libres. Et tout d'un coup, leur espace, avec en plus le réchauffement climatique, fait que la salinisation des eaux fait que eux, leurs poissons qu'ils ont sur les hauts fonds disparaissent. Et donc il y a aussi les pêcheries intensives. Et là, on a un peu qui disparaît complètement. Et ce mode de vie. Après, il y a des millions de Bajau qui sont sédentarisés depuis longtemps. C'est un peuple très nombreux en Malaisie, Indonésie et Philippines. Mais ces derniers nomades qui vivent vraiment... Voilà, on peut y associer cette image aussi, peut-être. Ça, c'est tout à fait. Voilà, c'est ça. Et donc j'ai eu la chance pendant 10 ans de faire des voyages et de retrouver le même groupe. Donc il fallait dans le même atoll où on sait que là ils viennent, ils vont se reposer et ils vont repartir faire des campagnes de pêche. Alors parlez-nous maintenant de votre ange gardien. Ça c'est Vossa le Yi. Alors oui, alors Vossa c'était une grande rencontre. Ça c'est dans le Sichuan en Chine. On est chez les Yi, qui est une minorité ethnique forte de plusieurs millions
de membres et qui étaient des grands pilleurs, esclavagistes, extrêmement violents et guerriers, qui n'arrêtaient pas d'attaquer l'Empire chinois, de faire des raids et de repartir, des vrais pillards, des vrais... ce qui fait qu'autrefois, quand on allait chez les Yi, si on n'était pas adoubé par un clan, par le chef, on était mis en esclavage ou tué si jamais on sait pas. Donc c'était des gens, c'était pas des tendres. Et il y avait les Yi noirs qui étaient les nobles, les Yi blancs qui étaient les paysans, qui avaient donc la possession des terres et des animaux. Et voilà, on avait une société très hiérarchisée, très, c'est quoi, c'est noir et blanc. Hein, chez eux, il n'y a pas de demi-mesure. Et voilà, donc ce qui fait que quand on était accepté chez eux, le chef désignait quelqu'un qui était généralement un de ses fils pour être responsable de votre sécurité. Ce qui veut dire que si jamais vous mouriez chez un clan Yi et que le fils du chef devait se suicider. C'était la honte et le déshonneur total sur la communauté, sur le clan. Donc vous voyez, c'est des gens qui ne plaisantent pas. Donc la révolution culturelle, Mao, parce que c'est Mao qui a mis au pas, dans les années 50, les Yi, dans les montagnes fraîches, ils étaient encore une sorte de semi-autonomie, ils étaient indépendants, personne n'allait... et puis c'est Mao qui s'est pris une petite défaite chez eux. Donc quand il a pris le pouvoir, parce qu'ils sont très armés, est venu à rectifier tout ça, le met dans des goulags, et, a complètement inversé les Yi noirs qui étaient dans l'endroit le plus froid, pour montrer que c'était les guerriers. Bon, on les a mis en bas, on a mis les Yi blancs dessus. Et puis ça a toujours duré, les chamans ont été persécutés. Et moi j'étais un Yi noir qui est un anthropologue, j'avais fait faire une fausse carte d'universitaire français, de l'université Paris 7, parce que j'étais le secrétaire général de l'association Anthropologie et Photographie, qui était fondée par Edgar Morin et ce grand éditeur, comment il s'appelle, Mallory. Et donc voilà, donc j'avais cette couverture d'anthropologue et pas de journaliste, parce que c'est une région très secrète, on n'y va pas, c'est des Yangshak, c'est fermé. J'ai pu aller là-bas, j'étais adoubé par ça, il m'a introduit dans son clan, et donc le chaman a désigné Vossa. C'était lui qui était responsable de ma sécurité. Il n'aurait pas eu les mêmes conséquences si jamais j'avais des soucis. Mais donc je ne pouvais pas sortir le soir même pour aller pisser dans... 40% à peu près des gens avaient choisi cette photo. Donc tu vas lui dire si tu y vas. Je me suis dit, à mon avis, peut-être qu'il le sait déjà. Parce que c'est quand même le fils du chaman. Donc voilà. Alors sans transition, on passe à l'un des sujets que vous avez réalisés en couleur, sur le front au Soudan. Expérience particulière, hein, assez atypique par rapport au reste de votre parcours. Qu'est-ce que ça a été cette expérience ? Ben, je voulais, dans ce constat que je voulais dresser sur les situations des peuples autochtones, il fallait que j'aille vraiment dans le paroxysme, qui est le désir d'élimination totale, de génocide. Et ça, c'était au Sud-Soudan à l'époque. Il y avait d'autres endroits, malheureusement. Mais j'ai choisi ça. J'étais après au Rwanda, et j'ai travaillé au Rwanda sur les Batwa, les Tois, qui sont les pygmées du Rwanda. On a parlé des Hutus et des Tutsis, mais au milieu, il y avait les pygmées, qui ont été soit victimes, soit bourreaux. Et là, donc, je voulais vraiment témoigner de ce que c'était que de vivre face à un désir de génocide, parce qu'à l'époque, c'était un moment très douloureux, très intense, effectivement, et ça fait partie des expériences. Le choix de la couleur dans ce sujet-là, par rapport aux autres sujets que vous aviez faits, c'était... Ben là, j'avais réussi à convaincre Géo que c'était une histoire extraordinaire à faire. Ils n'avaient pas voulu, c'était l'histoire des esclavages et tout ça. Il y avait plein de choses. On a les Américains évangélistes qui libéraient, qui rachetaient des esclaves. C'était une vaste fumisterie. Je l'avais senti, il faut qu'on y aille et tout. Donc c'était un sujet esclavagiste, ça, qui a très bien marché. Et donc il fallait que je fasse en couleur. Du coup, j'avais 4 boîtiers. J'avais 2 en couleur et 2 en noir et blanc. C'était lourd à porter. Une des dernières images que vous avez choisies, l'anecdote de cette jeune fille en Inde, assez tragique, mais en même temps humainement particulière aussi pour vous. Oui, parce qu'à l'époque, j'ai beaucoup vécu en Inde, j'étais marié pendant 15 ans avec une femme bengali de Calcutta, et donc on voyageait ensemble, et je travaillais beaucoup sur des thématiques, et là on est dans le Jharkhand, et qui est vraiment ce qui était au-dessus du Bengale, et on était en train de travailler sur je sais plus, oui, sur tous les incendies. Ça, c'est un travail que j'ai beaucoup fait sur les incendies souterrains dans les mines de charbon. Et on avait donc un chauffeur, et on voit cette fille là qui est à la sortie d'un temple qui pleure dans la rue. Puis Rukmini, mon ex-femme, s'arrête, il lui dit mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu pleures? Est-ce qu'on peut t'aider? Et elle est là, c'est fond, il dit mais rentre dans la voiture. Le chauffeur il me regarde avec des yeux noirs, genre faut laisser ça là. Et puis Rukmini est une femme de tête, elle fait partie des grande famille du Bengale, avec elle est adepte de Kali, donc c'est vraiment c'est une brahmine, donc elle avait vraiment elle a dit non, tu vas nous expliquer ce qui t'arrive.
parce que ça peut devenir très dangereux ces moments-là. Ça peut se retourner contre vous très rapidement. Et donc elle nous raconte qu'elle a été abandonnée, ils ont fait genre 20 heures de bus, de quel état je ne sais plus, pour faire un pèlerinage, pour aller prier dans des temples. Ils font ça, son oncle, alors qu'il y a sa mère, son père, d'autres enfants, vont dans un endroit, elle va avec son oncle, elle reprend un bus pendant 1 heure, et il prie, et quand elle se relève, son oncle avait disparu, il l'avait abandonnée. Et donc elle était terrifiée, qu'est-ce qu'elle allait faire? Je ne sais pas quel âge avait, mais peut-être une dizaine d'années. Et elle avait été, et c'est une méthode, ils vont laisser, quand on veut abandonner un enfant, c'est une des techniques, on va loin, et puis on repart en rentre. Donc vous avez retrouvé ses parents? Ce qu'on a fait, c'est que tout d'un coup, on s'est... elle me dit, mais ça fait pas longtemps. Donc on dit, ok, où est-ce que ça peut être? Une gare routière, forcément, c'est une gare routière, c'est là où il y a des bus. On en fait 1 ou 2, et on retrouve les parents. Et en arrivant vers les parents, on voit la mère qui fait comme ça devant sa fille, genre. Et puis là, donc, Rukmini s'est mis comme ça, avec tout son truc, et elle a dit, écoutez, moi je suis une amie du ministre de l'Intérieur de Calcutta, on a fait des photos, donnez-nous vos papiers, on a fait des photos, on va suivre l'affaire, reprenez-la, on ne pouvait pas faire plus, et on s'est fait engueuler par la famille de ma femme, qui a dit, vous savez, c'est très dangereux, parce que vous pouvez être arrêté par la police en disant, vous avez kidnappé cet enfant, et pour extorsion, et là on rentre dans des choses, c'est un truc, on risque gros, c'est des zones sauvages de western là-bas. Et voilà, donc on a fait ce qu'on a pu. Alors, une des dernières images, on est vraiment au bout. On revient sur nos terres, si j'ose dire, en France, votre terre natale. Tout à fait. Voilà. Pourquoi cette image? Pourquoi ce retour aux terres natales? Parce que je suis né dans le Pays Basque, donc j'ai la chance de naître dans ce pays-là. Et donc voilà, pendant plusieurs années, je suis revenu, quand mon père en plus était vivant, il habitait à Biarritz. Donc c'était ma base, et de là j'ai voulu un peu travailler sur ma terre natale, et je faisais pas mal de voyages, et ça fait partie aussi des peuples autochtones, parce que voilà, on ne sait pas uniquement des gens qui vivent partout avec des plumes dans les narines, ou ça, le peuple basque est un pur peuple autochtone, simplement totalement intégré dans notre modernité contemporaine. Il y a des banques, tout ce qu'on veut, on te connaît tous, et en plus il y avait... Là, c'est le Guggenheim Museum, donc on a sur quelque chose qui est un des summums, je veux dire, qui ont dit, nous, on adore, personne n'a proposé de passer 2 ans, à l'époque c'était 2 ans, à travailler sur nous et prendre le temps de nous comprendre et de ne pas être quelque chose. Donc voilà, c'était... peut-être que c'est un peu trop long, non, c'est ça? Donc, non, mais c'est très bien. Non, mais donc c'est très intéressant d'avoir la notion de ce que vous faites maintenant, de ce que ce prix vous accompagnera peut-être à faire, à concrétiser, etc. Donc non, c'était important au contraire de souligner ça. C'est vrai que le temps passe, on va devoir terminer la rencontre. À travers ça, c'est aussi un voyage. Quand on est dans un commissariat, la matière première, c'est tout ce qu'il y a de plus sombre dans l'être humain, puisque c'est des violences, c'est la perversion, c'est les viols, c'est les gens qui sont... Et je voulais savoir, quand on est confronté H24 à ce qu'il y a de plus triste dans qui nous sommes, qui on était. C'est comme parce que la matière première, ce n'est que ça. C'est ce qu'il y a c'est le plus sombre de l'humanité. Donc, plein de choses formidables qu'on aura l'occasion d'échanger avec toi à côté, en profitant d'un petit verre de l'amitié tous ensemble. Merci beaucoup, Pierre, pour cet échange. Si vous n'avez pas de questions, on se retrouve à côté. Merci beaucoup. Merci.